3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude, sur ma chaîne, c'est le jour traditionnel pour les best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, alors qu'on s'approche peu à peu des playoffs, je me suis dit qu'il fallait parler d'un truc, d'un sujet super important, essentiel, en mode prédiction. Bah ouais, de plus en plus, là, il y a des équipes, à l'Est comme à l'Ouest, qui sont en train de se dessiner, comme des potentiels favoris pour le titre. Sauf que lister les favoris, c'est bien, mais c'est facile. Et moi, je me pose une question. Qui va terminer? Qui va finir avec une bague autour des doigts? Et bien justement, c'est ce qu'on a décidé d'aborder sur Twitch lundi soir. Alors je vous explique le concept juste après, on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Qui va finir champion NBA 2023? Allez, aujourd'hui, on va essayer d'anticiper et de prévoir qui va être champion NBA en 2023. Parce que ouais, il y a la fin de la saison qui arrive à grands pas là, on est dans les derniers matchs, la dernière ligne droite, et là, les meilleurs moments sont devant nous, ils vont arriver, on les attend. Il va y avoir les playoffs et même le play-in, qui finalement, alors que j'étais un peu contre, rappelez-vous au début, depuis qu'il a été mis en place, nous a réservé, je trouve, de très bonnes choses, et maintenant, franchement, j'ai plus rien à dire, je trouve que le play-in c'est une bonne chose. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, on est avant le play-in, et on a une vraie idée des forces qui sont en présence dans chaque conférence. Et même si on le sait, il y a certaines teams qui peuvent se transcender en play-off par rapport à ce qu'elles ont fait en saison, ou à l'inverse d'autres teams qui peuvent complètement s'écrouler. Désormais, avec presque une saison entière derrière nous, on sait plus ou moins ce qu'elles valent, moi j'ai l'impression, ces différentes équipes. On connaît leurs forces, on connaît aussi leurs faiblesses, on sait qui est en forme, qui est sur une bonne dynamique, on sait aussi qui ne l'est pas du tout, et on sait plus ou moins de quoi sont capables ces joueurs qui sont dans les équipes qui sont favorites. Et donc là, forcément, il y a une question avant les playoffs qui nous passe tous par la tête, qu'on a tous à la bouche, c'est qui va finir champion NBA cette saison. Ça, on aimerait lire dans l'avenir et savoir qui va le devenir et pouvoir le prévoir. Est-ce qu'on va avoir un 5e champion différent en 5 ans? Et pourquoi pas au final. En tout cas, moi je trouve que ce serait une dinguerie et ça montre la variété et l'hétérogénéité qu'il y a entre les équipes NBA ces dernières années. Ce qui est sûr, c'est que à la fois c'est possible, à la fois ça se trouve ça va pas arriver, mais quoi qu'il en soit, moi ce que j'apprécie dans la NBA de ces dernières années, c'est que tous les ans là, on a une compétition qui est sacrément ouverte. Et donc pour vous en parler, pour essayer de voir qui va être champion, moi j'ai décidé de prendre les 6 équipes qui sont favorites selon les parieurs, les bookmakers à Las Vegas en ce moment. Ces 6 équipes-là, on va en parler, je vais vous dire ce que j'en pense un petit peu, les forces, les faiblesses, tout ce qu'ils peuvent faire en play-off, et essayer de voir ça dans cette optique-là. Donc on va les étudier, et je vais essayer de vous donner un max de données, un max de data, qui vont vous permettre peut-être d'orienter ou non, parce que vous avez aussi tous des connaissances de ces équipes, vos votes pour les sondages, parce que ces sondages, ils vont vous permettre de me donner votre avis quant aux chances de cette équipe ou pas d'être champion, et l'idée, ce sera de voir à la toute fin, grâce au sondage, quelles équipes ont été les plus plébiscitées, et donc selon vous, quelle équipe a le plus de chances de finir championne NBA. Et je cache pas que j'ai hâte, je suis vraiment impatient de voir vos résultats, donc on va y aller tout simplement. Pour commencer, on va parler des Boston Celtics, comme vous le voyez sur le visuel. À chaque fois, j'ai mis des stats collectives, qui changent un petit peu des stats individuelles que je mets quand je parle des joueurs. Et à chaque fois, quand les stats sont allumés en vert, ça veut dire que l'équipe est entre 1 et 10. Quand c'est en orange, c'est entre 10 et 20. Et quand c'est en rouge, ce qui n'est pas le cas pour les Celtics, c'est quand c'est entre 21 et 30. Et là, déjà, on voit qu'à Boston, c'est vert. Alors, ça va pas forcément bien avec la couleur de leur maillot, mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de lignes qui sont allumées en vert. Et ça montre à quel point ils sont en train de faire une saison qui est costaud du côté de Boston. Et forcément, quand avec les Celtics on parle d'une équipe qui a été finaliste l'an dernier, qui en plus pendant un long moment cette année a dominé les classements cette saison, avant de se faire dépasser par les Bucks là dans la dernière ligne droite, évidemment qu'il faut les imaginer comme potentiels favoris, et ça me surprend pas, pas du tout, et absolument pas qu'ils fassent partie des favoris de Las Vegas. Ça, pour la plus grande joie des fans de Boston, qui sont très nombreux aux US, et même partout à travers le monde, mais peu importe. Déjà, vous vous souvenez, l'an dernier, il a sûrement manqué pas grand chose à ces Celtics, peut-être un petit peu d'expérience pour espérer les voir venir à bout des Warriors en finale, des Warriors qui ont été portés par un Stephen Curry qui a été déchaîné, tout ça on s'en rappelle tous. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette expérience qui manquait, cette XP, j'ai l'impression que elle a été engrangée avec le temps, que non seulement il y a cette espèce d'excellent parcours de playoff de l'an dernier qui a aidé pour ça, avec des joueurs qui maintenant sauront à quoi s'attendre s'ils reviennent en finale et s'ils font un gros parcours à ce stade de la compétition. Maintenant ils ont ça dans les jambes, ça dans les pattes, ils savent à quoi ça ressemble, mais en plus du côté
côté de la franchise du Massachusetts, je trouve qu'on a recruté super intelligemment, avec des joueurs qui peut-être n'avaient pas fait les finales, mais sont intelligents et sont expérimentés. Par exemple, moi, le premier nom qui me vient à l'esprit quand je pense aux Celtics et aux évolutions qu'ils ont pu faire par rapport à l'année dernière, évidemment, c'est Malcolm Brogdon. Et je trouve que même si on en parle peut-être pas assez, parce qu'il est pas titulaire, c'est sûr, mais qu'est-ce qui fait du bien en sortie de banc à ces Celtics dans son rôle de 6e homme? Pour moi, c'est un candidat réel au trophée de 6e homme de l'année, non pas parce qu'il a les stats les plus flashy, il y a plein de remplaçants qui scorent plus que lui, mais surtout parce que dans son rôle, avec son intelligence, avec son playmaking, avec sa lecture de jeu aussi, avec sa façon de constamment réaliser les bons choix, c'est un petit peu sa spécialité à Malcolm Brogdon, eh bien, il a un réel rôle dans le succès des Celtics et je trouve que c'est vraiment appréciable parce qu'il manquait peut-être un joueur de ce type l'an passé dans l'effectif de Boston, et désormais ce type de joueur, les Six l'ont trouvé, et pas qu'un peu, tellement le mec il apporte exactement tout ce qu'il faut, et même plus. En début de saison aussi, je dois le dire, et j'avais un petit peu peur, il y avait le drame Ime Udoka là, qui m'a fait flipper en début de saison, et j'étais curieux de voir ce que l'équipe allait donner sans lui. Et finalement, et on s'en rend compte là avec le recul, ça a absolument rien changé, ou alors presque rien. On a un Joe Mazzulla, qui était presque inconnu au bataillon, qui était assistant à Boston, mais qui avait pas non plus le rôle de head coach, c'est sa première expérience en tant que coach numéro 1 en NBA, je trouve qu'il a su prendre le relais de main de maître, et aujourd'hui, Boston, tout le monde a oublié, ou presque, en tout cas, personne ne regrette Ime Udoka. Un autre secteur qui pouvait m'inquiéter encore en début de saison, il y en avait d'autres en début de saison, vraiment, j'avoue que j'étais un petit peu inquiet pour ces Celtics, et pourtant pas tant que ça, mais c'était la raquette, c'était le secteur intérieur. Bien sûr qu'on avait un Al Horford, qui est un excellent joueur quand on veut la victoire, qui sait faire les choses, qui est intelligent lui aussi, qui peut se muer dans tous les rôles, qui clairement lui aussi, en tant que vétéran, a un rôle primordial, aussi bien en défense ou avec son sens du jeu, il est très très utile qu'en attaque, avec ses qualités de stretch, mais le problème c'est que il est plus tout jeune à Horford, et pourtant il continue à remplir ses cases, je trouve, saison après saison. Mais l'autre problème, c'est que derrière lui, on pouvait aussi noter quelques incertitudes, entre Robert Williams, qui se blesse très souvent, on va le dire, Grant Williams, qui est peut-être encore un peu tendre, qui est peut-être encore un peu jeune, qui est peut-être encore irrégulier, et Blake Griffin, qui clairement n'est plus le même joueur qu'il était avant, ça pouvait sembler un petit peu juste cette rotation dans la raquette. Surtout que Boston avait prévu le coup, moi je trouvais qu'ils avaient bien recruté avec l'arrivée de Gallinari cet été, mais sa blessure lui a pas permis de jouer un seul match cette saison, et je veux pas non plus manquer de respect à Luke Cornett, mais c'est pas forcément lui non plus qui va te faire gagner un titre et qui va densifier ta raquette. N'empêche qu'encore une fois, je trouve que ce secteur intérieur il a bien roulé, notamment grâce à Al Horford qui a fait son taf, mais en plus de ça, Boston a fait un joli coup à la deadline encore une fois, parce que même si Muscala c'est pas non plus le genre de joueur qui va t'emmener un titre à lui tout seul, mais je trouve que l'avoir récupéré à la deadline, c'est plutôt une chouette affaire, et ça densifie vraiment maintenant. Ok, t'as peut-être pas d'énormes stars dans la raquette, mais t'as plein de profils différents, t'as plein de joueurs qui peuvent apporter, et finalement moi je trouve que c'est peut-être pas le meilleur secteur intérieur de la ligue, mais il me fait, en tout cas il me provoque moins de doutes que ce que ça pouvait me provoquer en début de saison. Moi je trouve que Muscala, en plus d'amener sa taille dans la raquette, même si c'est pas non plus le plus grand des combattants, n'empêche qu'il est grand, il est long, il peut être utile, surtout il apporte son adresse extérieure, et ça encore, ça fait du bien cette adresse extérieure à ces Celtics, notamment aux stars qui ont besoin d'espace pour attaquer la peinture, et ça c'est cool. Si en plus de ça, alors je sais que ça se dit, moi j'y crois pas trop, mais si en plus de ça, Gallinari pouvait revenir pour les playoffs, comme certains bruits de couloir commencent à l'évoquer, dans un monde où tout le monde serait en bonne santé, vraiment, cette rotation intérieure de Boston, elle commencerait vraiment à être, alors peut-être pas impressionnante, c'est un mot qui va trop loin, mais à être intéressante en tout cas. Et quoi qu'il en soit, même s'il revient pas Gallinari, on le sait, cette équipe elle peut complètement jouer small ball, et c'est ce qui, à mon avis, toute la saison a un petit peu sauvé le manque de rotation intérieure qu'il y avait. Parce que tu peux décaler tout à fait Jason Tatum au poste 4, tu peux mettre Derrick White dans le 5 avec Marcus Smart, ou alors tu peux mettre Brogdon avec Marcus Smart, tu mets Jaylen Brown en 3, et là, forcément, si t'as Tatum en 4, t'as plus besoin que de mettre Horford dans la raquette, dans un dispositif, par exemple, Robert Williams serait blessé, et tu peux compenser pas mal de choses. Et en vrai, moi j'ai l'impression qu'en termes de visage qu'elle peut afficher, de solutions que tu peux trouver avec Joe Mazzulla à la baguette, cette équipe, elle coche tout un paquet de cases quand même. De toute façon, regardez les stats, c'est ce que je disais au début, quasiment tout est en vert, et on se rend compte vraiment que cette team, elle est capable de posséder une attaque qui est hyper dangereuse, mais aussi une défense qui peut être super étouffante. Rares sont les équipes, moi je pense, qui peuvent afficher autant de certitude que ce qu'affichent les Celtics, là, cette année, des deux côtés du terrain. Et c'est ce qu'il faut, ça, vraiment, quand on veut avoir des ambitions, et là, je pense que les Celtics, ils sont légitimes dans l'idée d'en avoir. Moi, je vais pas parler de tous les joueurs un par un, j'en ai déjà évoqué pas mal, mais je trouve que c'est appréciable de voir que dans ce roster, de Marcus
Smart à Al Horford, en passant par Brogdon et White, dont je parlais juste avant, on a vraiment tout un tas de soldats expérimentés qui sont prêts à faire d'énormes sacrifices pour obtenir des victoires, et les victoires, c'est ce qu'ils veulent du côté de Boston. Ça permet à l'équipe offensivement d'adopter plutôt un style de jeu qui est très varié, tout en ayant une vraie polyvalence, mais aussi une vraie dureté défensive qui évidemment peut faire des dégâts en play-off des deux côtés du terrain. Et puis là, on s'en rend compte depuis tout à l'heure, et c'est volontaire, je parle un petit peu que des role-players, mais j'ai pas encore parlé de ce duo énorme qui est composé de ce duo de superstars même, je peux dire, de Jason Tatum et Jaylen Brown. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute, ou presque plus aucun doute à avoir sur ces deux gars. Eux, ils se connaissent par cœur, ils peuvent se trouver les yeux fermés, et eux aussi, ils peuvent être redoutables d'efficacité des deux côtés du terrain. Moi, je trouve qu'ils portent tous les autres dans leur sillage, et franchement, quand t'as un duo comme ça, ça fait plaisir. Si vous aussi, la semaine dernière, lors du live, vous les avez élus meilleur duo de la NBA, c'est vraiment qu'il y a une raison. De toute façon, ça se voit aussi dans les stats et dans les chiffres, quand les deux sont au top de la forme, quand les deux mettent 30 points ou plus, les Celtics deviennent quasiment imbattables. Ils ont perdu qu'une seule fois depuis le début de la saison dans ces conditions. Les Bucks l'ont vu aussi jeudi dernier, et ce qui est cool, c'est que même quand l'un ou l'autre passe à côté du match, il y a tellement de monde à Boston pour prendre le relais derrière eux, qui peut endosser un rôle, qui peut essayer de boucher des trous et faire toutes les petites choses qui manquent, que c'est pas bien grave finalement. Ce duo n'a pas besoin d'être au top tout le temps pour que ça gagne, parce que Boston a tout plein de solutions. Alors après, bien sûr, pour que ça fonctionne en play-off, mais cette équipe, mais comme toutes les autres, il faudra qu'elle évite l'infirmerie. On sait que pas mal de joueurs, soit sont vieillissants, soit ont l'habitude de connaître pas mal de pépins physiques. Là, je veux parler par exemple de Robert Williams encore. Néanmoins, moi je trouve que la profondeur immense dont dispose Joe Mazzulla est plutôt rassurante dans ce sens. Après, en parlant de Mazzulla, va falloir voir aussi en play-off ce qu'il peut donner en termes d'adaptation. Ça va être ses premiers play-offs en tant que head coach, à voir s'il arrive à être à la hauteur et à assumer ce rôle-là. Je crois que c'est possible, de toute façon, mais ça, il va falloir qu'il le prouve encore. Tout ça, à mon avis, ça fera partie des clés pour s'imposer pour Boston, et si tout va bien de ce côté-là, au vu des éléments qui composent le roster, au vu aussi de la façon dont ils s'assemblent très bien, je trouve, ces éléments, pour afficher un collectif impressionnant, mais c'est quand même difficile, je trouve, de ne pas imaginer ces Celtics comme l'un des favoris pour le titre cette année. Voilà maintenant les Nuggets, l'équipe qui, pendant la majorité de la saison, a dominé la conférence Ouest, et qui, évidemment, sera attendue en play-off, vu que dans son histoire NBA, elle a jamais fait mieux que les finales de conférence. Elle a déjà fait des finales en ABA, mais jamais en NBA. Et ouais, en plus de ça, quand dans son effectif, on a un double MVP, peut-être triple MVP en plus bientôt, on est obligé d'afficher fièrement ses ambitions en play-off. Surtout que cette saison, moi je pense qu'il n'y aura plus vraiment d'excuses. Là, ils vont terminer premier de la conférence Ouest. Contrairement à l'an passé, en plus, le roster est au complet. Jamal Murray peu à peu retrouve sa forme, je trouve, il retrouve son impact, il retrouve sa clutchness aussi, et il s'affiche comme un pion essentiel aux côtés du Joker. Je sais que pas mal le critiquent, mais moi je trouve que sa saison en mode crescendo, elle est quand même très intéressante, et en fin de saison, il est là. On a Jokic qui a beau prendre en main tous les secteurs du jeu, à commencer par le playmaking, ce qui oblige en tout cas, ou ce qui emmène Murray à jouer un petit peu plus off-ball. On a beau avoir un Jokic qui fait une saison en presque triple-double, on gagne pas un titre tout seul, et Murray, évidemment, moi je pense qu'il peut être un pion essentiel dans la quête d'un titre du côté de Denver. D'autant plus quand on se rappelle des perfs qu'il était capable de livrer dans la bulle, même si c'était il y a déjà 3 ans et qu'effectivement Murray maintenant a connu une grosse blessure. Mais peu importe, on sait que les grands moments, Jamal Murray c'est son truc. Et ces playoffs, ça pourrait représenter l'occasion rêvée, moi je pense, pour lui, de revenir sur le devant de la scène et de montrer qu'effectivement il est revenu à 100% de sa rupture des croisés. Donc en plus de Murray, on peut ajouter un Michael Porter Jr. qui est certes reste critiquable parfois, et je suis le premier à le critiquer sur cette saison, avec des choix offensifs douteux, une sélection de shoots que tu comprends pas toujours, et surtout une grosse absence de défense, mais qui clairement est bourré de qualité et peut complètement prendre un match à son compte offensivement, parce que c'est quand même un scoreur qui est super gifté. Et donc, on s'en rend compte, même si certains joueurs ont des failles et certains joueurs ont des défauts, il y a quand même du monde pour soutenir Jokic. Mais moi, en plus de Jamal Murray et de Michael Porter Jr., généralement c'est les deux premiers dont on parle, il y en a quand même d'autres que je veux évoquer, et qu'à mes yeux peut-être on n'évoque pas assez, notamment deux, les deux autres qui constituent le 5 de départ, c'est Aaron Gordon et Kentavious Caldwell-Pope. Déjà pour moi, Gordon, je trouve impressionnant cette saison. Et même si ça se voit pas au niveau des stats, j'ai l'impression qu'il réalise l'une de ses meilleures saisons en carrière. En attaque, non seulement, je trouve que enfin il est utilisé à bon escient, on lui demande moins de créer, et effectivement il avait du mal, il a peut-être pas le QI basket et la dextérité pour ça, on lui demande beaucoup plus de jouer comme poseur d'écran et finisseur sur pick and roll ou en bout de chaîne, plutôt que d'être le porteur sur pick and roll.
chose, en tout cas, phase de jeu dans lesquelles il était en difficulté. Et surtout, ça, même déjà si en attaque je trouve qu'il y a du mieux, parce qu'il joue plus juste, plus propre et plus efficace, mais surtout c'est en défense, il s'est complètement transformé. Jamais de ma vie, en début de carrière, je me serais imaginé que Aaron Gordon deviendrait un défenseur comme il est cette saison à Denver. Aujourd'hui, il a toujours eu de vraies qualités athlétiques, il a toujours eu une vraie mobilité, mais là, avec son expérience, avec sa science du jeu, avec sa patience et ses lectures aussi, moi je trouve qu'il est devenu un crack dans le domaine défensif, et en vrai il m'épate, parce qu'il joue avec sérieux, Aaron Gordon, et il apporte aussi tout un tas de certitudes défensives dans une équipe de Denver qui en a vraiment besoin de ce côté-là du terrain. Regardez les stats, là encore, et ça se voit, si en attaque tout roule, la défense, elle est quand même bien plus en difficulté, et heureusement que Mike Malone peut avoir, et il peut d'ailleurs amplement remercier, le taf qu'abat Aaron Gordon tous les soirs dans le secteur pour empêcher son équipe de se noyer et de prendre l'eau défensivement. Pour moi, Aaron Gordon, c'est devenu le capitaine de la défense de Denver, et pour ça, bravo à lui. Mais comme je disais, il faut aussi ajouter un Kentavious Caldwell-Pope, qui lui aussi défend bien, lui il a plutôt un rôle au périmètre, mais surtout son rôle de soldat, dans l'ombre encore une fois, avec un vrai rôle de 3&D, où il peut dégainer aussi sans arrêt, et profiter du spacing qui est engendré par les autres, et vraiment, on s'en rend compte, on a une équipe de Denver qui est quand même plutôt équilibrée, et qui en plus a bien recruté, je trouve, soit sur le marché des buyouts, soit à la deadline, en faisant venir un Thomas Bryant qui, enfin, par exemple, même s'il joue moins qu'à l'époque où il était aux Lakers, règle le souci de rotation qu'il y a au poste 5, parce que DeAndre Jordan, je l'aime bien, mais en playoff, c'est quand même limité en termes de mobilité et défensivement, si tu veux pas te faire cibler, ou encore un Reggie Jackson, qui compense le départ de Bones Island, je trouve, dans le rôle de pétard ambulant. Alors on le sait, oui, Reggie Jackson, c'est quand même un mec qui peut être irrégulier, qui peut être aussi catastrophique dans sa sélection de shoot, mais quand il prend feu, et ça il faut s'en rappeler, et c'est déjà arrivé pas mal de fois en playoff dans sa carrière, on l'appelait Mr. June en référence aux playoffs qu'il était capable de faire au mois de juin, le mec il peut avoir un impact offensif qui est fou, et surtout il est plus expérimenté que Bones Island. Pour moi il y a une vraie plus-value avec Reggie Jackson dans le rôle de pétard ambulant et de dynamiteur par rapport à Bones Island, et donc ouais, franchement on commence à avoir une équipe qui est complète, qui est profonde, avec des soldats, des gens qui connaissent leur rôle. J'ai même pas parlé de Bruce Brown, là je suis encore en train d'y penser, personne n'en parle de ce mec, mais le taf de l'ombre qu'il fournit des deux côtés du terrain, en apportant toujours la petite action qui fait du bien, je trouve super intelligent. Moi je trouve que c'est quand même quelque chose aussi, l'apport de ce mec là sur le terrain. Non, en vrai, cette team, quoi qu'on en dise, j'ai déjà vu dans le chat là depuis tout à l'heure que vous me disiez que Denver c'était l'équipe qui avait le plus de chances de choke, ça se peut que ça arrive, mais si elle choke, ce sera un vrai choke, parce que pour moi, elle a vraiment des éléments de fou, elle a vraiment une grosse profondeur, et quelques vétérans en plus. Alors DeAndre Jordan, je vais pas trop en parler, j'en ai parlé juste avant, et forcément je compte pas beaucoup sur lui, même si peut-être il peut amener son expérience et peut-être son charisme aussi, mais un Jeff Green par exemple, qui lui aussi pourra apporter au moins son vécu, si ce n'est plus, il garde de vraies qualités athlétiques, et il peut apporter des choses, le Jeff Green, sur le terrain. Donc voilà, si on fait le bilan sur cette équipe de Denver, oui, je pense que les soucis défensifs pourraient être handicapants en playoff. Mais quand je vois les qualités de Mike Malone au coaching, quand je vois la masterclass aussi de mouvement et de circulation du ballon induite par Jokic qui est réalisée par les Nuggets, mais aussi cette profondeur, je me dis que cette équipe de Denver, elle a peut-être quelque chose à faire cette année. C'est l'une des teams qui se trouve le mieux offensivement, avec un très grand nombre de passes décisives, malgré un pace très faible, et ça c'est respectable, parce que c'est une équipe qui joue pas vite, 23e pace de la ligue, ça veut dire que vraiment elle a un jeu lent, et pourtant c'est celle qui réalise en tout cas la deuxième qui réalise le plus de passes décisives en NBA. Moi je trouve que c'est très respectable, ça montre que chacun a envie de jouer avec les autres, avoir Jokic pour ça aide, mais vraiment, cette équipe de Denver, moi je la sens motivée comme jamais, je vois des joueurs qui sont affamés, je vois une équipe qui a envie de se partager la gonfle, et tout ça, bien sûr, malgré certaines incertitudes défensives, ça peut tout de même être de très bonne augure pour les playoffs, et je comprends très bien que là aussi Denver soit dans les 6 favoris des bookmakers à Las Vegas actuellement. Et oui, maintenant on va parler des Warriors, une équipe qui, même si elle a seulement le 12e bilan de la NBA, à l'heure où j'ai pris mes notes, fait quand même partie des 6 favoris des bookmakers à Las Vegas. Pourtant, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les stats que j'ai mis sur mon visuel, parce que oui, regardez plutôt les chiffres que la vieille mascotte que j'ai trouvée pour illustrer mon visuel, qui est plus du tout d'actualité aujourd'hui, mais il fallait bien que je trouve quelque chose, et vous vous rendez compte que, offensivement ou défensivement, il y a quand même pas beaucoup de lignes qui sont allumées en vert. Et si ok, on pourrait se dire que au moins ça partage bien la gonfle, parce que en NBA personne ne fait autant de passes décisives que Golden State, et c'est un petit peu faussé je trouve, parce que ces Warriors, ils doivent ces chiffres aussi à leur pace, à leur rythme de jeu,
qui est de loin le plus élevé en NBA. Donc ça aide pour faire des passes décisives quand tu joues beaucoup plus d'attaques que les autres. Ajoutons à ça qu'en défense, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ces Warriors aussi perdus, avec si peu de cohésion, et des doutes, ça en fait un paquet du côté de Golden State. On a un Draymond Green qui est toujours celui qui ouvre sa bouche, pas de souci avec ça, celui qui avec un coup de gueule ou une action d'éclat peut vraiment relancer toute son équipe et essayer de motiver tout le monde. C'est toujours le capitaine de la défense, toujours pas de souci avec ça du côté de Green. Mais son impact à 33 ans, il faut s'en rendre compte, c'est pas non plus exactement le même que celui qu'il avait il y a encore peu de temps, et même dans le playmaking aussi, mais là je parle de la défense. Et on va pas lui en vouloir pour ça, d'avoir un niveau qui régresse un petit peu avec les années. L'horloge tourne, même pour lui, de toute façon elle tourne pour tout le monde. Et on pourrait dire, je trouve la même chose pour Klay Thompson, et ça aussi, ça peut poser des questions. Même si on a un Klay qui peut toujours prendre un énorme coup de chaud de temps en temps et envoyer bombe sur bombe à 3 points, ce genre de match, ça reste moins fréquent qu'à l'époque, et depuis ces 2 graves blessures, les croisés et le tendon d'Achille en plus, pas les plus petites blessures, défensivement, c'est devenu difficile pour lui d'afficher l'impact qu'il avait avant. Ajoutons à ça les problèmes personnels d'Andrew Wiggins, là, même s'il va revenir, mais on sait pas ce qu'il a, apparemment c'était quand même assez dramatique, et mentalement il était au plus bas, et tous les matchs qu'a manqué Stephen Curry aussi sur blessure cette saison, et oui, en termes de jeu proposé, en termes d'absence et en termes d'impact individuel, il y a quand même de quoi avoir de gros doutes sur les Californiens pour qu'ils aillent encore au titre cette saison. Après oui, bien sûr, derrière, on a des Jordan Poole, on a des Jonathan Kuminga, on a même des Dante DiVincenzo, j'ai bien aimé cette recrue, qui apportent de la fraîcheur, et qui tous, dans leur rôle aussi, sont capables de bonnes choses. Et après voilà, je trouve que oui, il faut le dire, il faut valoriser leur impact, et puis ces 3-là, je les aime beaucoup en plus, mais soyons honnêtes, c'est pas eux qui vont suffire pour t'amener un 5e titre en 8 ans du côté de Golden State. Et pourtant, je le répète, mais si on parle des Warriors aujourd'hui, c'est actuellement qu'à Vegas, ils font partie des équipes favorites pour soulever le trophée au mois de juin. Pourquoi ? Parce que ça reste les Warriors, ça reste les champions en titre, et en termes de vécu collectif, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils ont tout connu, et absolument aucune équipe actuellement en NBA ne peut rivaliser avec eux sur justement cette expérience collective, et tout ce qui a été vécu de la part des hommes de Steve Kerr. Donc même si oui, actuellement, cette team, elle ressemble un petit peu à un géant qui est en train de s'écrouler et de se casser la gueule, imaginez-les de retour en play-off au top de leur forme et motivés comme jamais, personne, mais absolument personne, ne voudra les affronter. On a un Steve Kerr qui connaît trop bien ses troupes, leurs qualités, leurs faiblesses, il sait comment s'ajuster en fonction de ses adversaires, il sait comment aussi établir des systèmes, des rotations qui permettront aux joueurs en forme de briller, il sait qui trouver, à quel moment l'utiliser. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur le coaching de Steve Kerr, c'est propre ce qu'il fait, et puis voilà, tu sens qu'il contrôle et il maîtrise une machine qu'il connaît par cœur, et tout ça c'est fort, mais voilà, déjà il va apporter des choses, et en plus de ça, quand en face de toi t'as un joueur comme Stephen Curry, s'il est en super santé, face à eux, ce sera quand même impossible de dormir tranquille et de te dire que même si t'as fini mieux classé qu'eux en saison, tu seras favori. Et puis pareil, on le sait, même si là j'ai parlé que de Steve Kerr et de Stephen Curry qui peuvent apporter des choses de fou, si on a un Draymond Green qui arrive en playoff motivé comme jamais, le couteau entre les dents, qui arrive en pleine bourre, en pleine forme, qui défend comme un chien, un Klay Thompson qui arrive à sortir de sa boîte plus régulièrement pour sauver des matchs importants, un Andrew Wiggins qui retrouve pleine possession de ses moyens mentaux et qui redevient le monstre défensif qu'il était en playoff l'année dernière, on ajoute à ça un Jordan Poole qui pourrait à nouveau passer un autre step avec toute l'expérience qu'il a pu engranger ces dernières saisons, et oui, ça fait quand même beaucoup de choses qui nous disent que non, il faut pas encore tout à fait enterrer les Warriors. Donc maintenant c'est certain, ça fait beaucoup de si, énormément même, mais si les planètes s'alignent bien pour cette team de Golden State, et ça pourrait arriver, tout le monde sait que du jour au lendemain, ces Warriors peuvent se transformer en véritable rouleau compresseur, et pour ces raisons, selon moi, ce serait quand même une réelle erreur de les enterrer, de faire une croix sur eux bien trop vite. Donc cette saison, c'est sûr que si on fait le bilan, elle a clairement ressemblé à des montagnes russes. Les hommes de Steve Kerr, ils ont connu des hauts, ils ont connu des bas, et ça c'est plutôt embêtant. Mais maintenant, s'ils arrivent en play-off au bon moment, dans le bon momentum, et qu'ils sont dans une phase haute, je le redis, mais c'est important, personne dans cette post-season ne voudra les retrouver sur son chemin, et ça j'en suis plus que certain. Comme le disait Rudy Tomjanovic, qui était le coach des fameux Rockets en 94 et en 95 quand ils avaient fait le doublé, le back-to-back, il faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion, et je trouve que cette citation elle va très bien avec Golden State. Maintenant, voilà, pour répondre à toutes ces attentes, il va falloir répondre à tout plein de questions, tout plein d'interrogations. La plus importante pour moi, ça va être réapprendre à gagner à l'extérieur. Ça a été la grosse difficulté de cette équipe cette saison, parce que vu qu'en l'état, a priori, les Warriors n'auront pas l'avantage du terrain, ou alors ils l'auront pas pendant longtemps, ils vont pas avoir le choix. Ils devront trouver la clé pour réussir à s'imposer loin de leur terre. Sans ça, les playoffs pourraient vite ressembler à un flop. Et pour une équipe qui est championne en titre, avouons que ce serait bien dommage vu les qualités qu'elle présente. Donc oui, pour moi, il y a beaucoup de si, beaucoup de questions
questions à répondre, beaucoup de cases à cocher chez ces Warriors. Si tout le monde arrive en bonne santé et arrive dans le bon moment, ça peut tout péter. Mais par contre, s'il vous plaît, les Warriors, si vous voulez avoir des ambitions, apprenez à gagner ailleurs qu'à San Francisco. Sinon, ça va pas aller loin, quoi. Allez, là, c'est l'heure de parler de l'équipe qui a le meilleur bilan de la ligue, les Milwaukee Bucks. Et quand on sait qu'ils ont gagné le titre il y a 2 ans, et que l'an dernier ils sont passés seulement à quelques erreurs, à un Grant Williams sans feu, de sortir les futurs finalistes Boston au 2e tour, alors qu'il leur manquait un pion essentiel en la personne de Chris Middleton, comment ne pas imaginer que cette année encore, ils vont faire partie des favoris. Évidemment, cette team de Milwaukee, on la connaît bien. Elle est menée par un des candidats au MVP, celui dont on parle peut-être le moins en plus, et je trouve que c'est pas du tout à juste titre, Giannis Antetokounmpo, alors qu'on le sait, depuis le temps des deux côtés du terrain, on sait à quel point ça peut être un monstre des deux côtés du terrain, un vrai client. Si on l'appelle le freak, c'est quand même pas pour rien. Et moi, ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, il a des qualités qui sont folles. Il a une capacité à défendre partout, à partir en transition et à attaquer la peinture à peu près quand il le veut. Mais ce que je trouve encore mieux, c'est que ses faiblesses, parce qu'il en a, notamment sa difficulté à shooter de loin, à shooter de loin en tout cas avec un gros volume ou avec régularité, mais c'est amplement compensé par les systèmes de jeu de Mike Budenholzer et aussi par les qualités du reste de l'effectif, avec du Chris Middleton, du Jrue Holiday, du Bobby Portis, du Brook Lopez, du Grayson Allen, du Pat Connaughton et j'en passe, tous peuvent prendre des gros coups de chaleur à 3 points et justement profiter des espaces que va créer Giannis pour justement tirer de loin, pour allumer la mèche et compenser le fait que Giannis ne soit pas un grand shooter. De toute façon, c'est des joueurs qu'il est impossible de laisser tout seul derrière la ligne à 3 points, t'es obligé d'avoir des défenseurs dessus, donc t'es obligé de créer des espaces à Giannis, et ça fait que, vu que tu vas pas le faire parce que sinon t'as peur de te faire sanctionner, et ça ouvre d'énormes espaces aux Grecs et qui font ça devient très 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 dur de défendre sur cette team de Milwaukee quand les shooters mettent leur shoot. Mais ce que j'apprécie en plus de ça, c'est que aucun de ces shooters n'est un joueur vraiment unidimensionnel qui fait que tirer de loin. On a des équipes comme ça qui mettent que des shooters qui savent rien faire d'autre, et là c'est pas le cas. Offensivement, tous ou presque tous sont quand même capables d'apporter d'autres choses. Holiday, il peut mettre des bombes à 3 points en catch and shoot, mais on sait très bien qu'il sait tout faire, c'est un mec qui est hyper complet, qui peut créer pour lui ou pour les autres, qui peut être un playmaker aussi, qui est un joueur méga intelligent, qui fera toujours ce qu'il faut quand il faut, apporter la petite chose que son équipe va avoir besoin. On a un Lopez, bien sûr qu'en attaque il va mettre des tirs de loin, mais il peut aussi utiliser son corps dans la peinture, et là je parle même pas de sa défense. On a un Middleton qui, pareil, il peut créer son shoot lui-même, qui peut prendre les choses en main aussi dans le money time, et ça va être important que les Bucks le retrouvent dans ces playoffs, parce que je trouve qu'il leur a beaucoup manqué l'an dernier, et je vais pas tous les faire les joueurs, mais il faut s'en rendre compte. Autour de Giannis, en attaque, non seulement les armes sont nombreuses, et ça c'est important, mais en plus de ça, elles sont variées, elles ont des qualités différentes, mais elles savent toutes shooter, et ça c'est cool. Mais ce qui m'épate encore plus, justement, en plus de cette attaque qui peut être variée, et qui peut être diversifiée, évidemment c'est la défense. Quand t'as sur le terrain un trio avec Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Brook Lopez, en vrai, comment tu peux tester? Quand les trois sont ensemble sur le parquet, en vrai, bon courage pour trouver des espaces, pour tenter un drive ou pour balancer une passe sereinement. T'as Holiday qui va te harceler dès le milieu du terrain, t'as Giannis qui va couvrir au milieu, qui va bloquer toutes les lignes de passe, t'as Lopez qui va t'attendre dans la peinture. Rien que ces trois-là, c'est quand même dingue. T'as 3 joueurs qui sont longs, qui sont intelligents et qui surtout, moi je trouve, sont hyper complémentaires. Imaginez-vous, là, en parlant des Bucks, on a quand même une équipe où Chris Middleton n'est probablement pas dans le top 3 des meilleurs défenseurs, et je trouve que c'est quand même significatif de la valeur défensive de cette équipe quand on voit justement les qualités défensives que peut avoir Chris Middleton, parce que lui aussi c'est un vrai défenseur. Et d'ailleurs, en parlant de Chris Middleton, tiens, c'est important d'en parler, c'est vrai qu'on peut avoir des doutes, parce que après sa longue blessure, il a mis du temps à revenir, et on l'a vu, il a peiné un petit peu cette saison quand il est revenu à retrouver le rythme. Mais est-ce que je m'inquiète vraiment à son propos? Je vais être franc, pas du tout, parce que c'est vrai que au moment de son retour, au début, il a connu une adresse qui était un petit peu sur courant alternatif, mais moi ce que j'observe surtout, c'est qu'à Milwaukee, on essaye de le laisser un petit peu au frigo le plus longtemps possible, on essaye de l'économiser au maximum pour espérer qu'il puisse arriver à 100% pour les playoffs, tout en regagnant sa forme progressivement, c'est l'objectif, et quand pendant la post-season, pendant les playoffs, il soit complètement en pleine bourre. Donc ok, c'est vrai, si vous regardez les stats, vous allez dire qu'il fait une saison pourrie, parce que ça fait 6 saisons qu'il avait pas si peu scoré, mais en parallèle, si on oublie sa saison rookie, jamais dans sa carrière, il avait si peu joué aussi, parce que là, cette saison, il joue même pas 25 minutes par match depuis son retour. Et ça, s'il joue si peu, c'est pas parce qu'il répond pas aux attentes, non, c'est juste qu'on attend le bon moment pour qu'il soit en pleine forme, qu'on essaie d'y aller progressivement du côté de Budenholzer et du staff de Milwaukee, pour le faire sortir de sa boîte, et ça, le moment opportun, ce sera les playoffs, et tout le monde est au courant qu'il peut faire du mal dans ces moments-là en post-season, il l'a montré maintes fois dans sa carrière. Et ça sent en plus de ça
qui montent en pression ces derniers temps. Et c'est pas les Pistons qui en ont pris 34 la semaine dernière, ou même les Sixers, hein, parce que là c'était dimanche soir, Chris Middleton a fait un super début de match contre eux, et finalement Philadelphie a pris la foudre contre Milwaukee. Bah, c'est pas ces équipes-là qui vont dire le contraire. En ce moment, on a un Chris Middleton qui retrouve un vrai niveau de jeu. Et non, en vrai, bah, cette équipe des Bucks, moi je la trouve folle de justesse, je la trouve folle de régularité, je trouve qu'elle a un énorme impact, et peut-être, en plus de ça, on le dit pas assez, mais c'est peut-être l'équipe bah, qui est la plus physique de la ligue en fait. Déjà, elle domine la NBA au nombre de rebonds par match. Il y a un Giannis Antetokounmpo qui non seulement c'est un ovni sur le terrain, en plus de ça, bah, lui physiquement il apporte une dimension folle, mais ce que j'apprécie, et ça on l'a vu hein, depuis le titre en 2021, qui peut être vraiment un leader hors du terrain aussi, qui remotive ses troupes pendant un temps mort, qui est un mec que tu as envie de suivre, et clairement avec Giannis, bah, cette équipe de Milwaukee elle possède une superstar qui est de classe mondiale. Mais ce qui est fou, bah, c'est que derrière ce go-to guy absolu qui est Giannis Antetokounmpo, on n'a pas un mais plusieurs lieutenants, avec Jrue Holiday et Chris Middleton par exemple, et même tout un tas de soldats derrière qui sont prêts à faire le taf des deux côtés du terrain pour tout donner et aller au bout, parce que bah oui, la liste elle est longue, hein, je les ai déjà cités tout à l'heure, mais voilà, Portis, Allen, Connaughton, Javon Carter, Wesley Matthews que j'avais pas cité tout à l'heure, eux aussi en termes de profondeur, ça fait sacrément kiffer hein, cette team de Milwaukee. Et encore plus là, je suis en train d'y penser, si on ajoute les deux vétérans qui ont été recrutés à la deadline ou sur le marché des buyouts, que sont Goran Dragic et Jay Crowder, qui eux aussi, même si pour l'instant ils sont pas trop utilisés, pourraient avoir un vrai rôle sur certains matchs en playoff, où Budenholzer pourra utiliser leur expérience ou même leur rôle de grognard pendant les temps morts ou après une défaite dans le vestiaire. Non, c'est important d'avoir tous ces mecs. Et là, avec toute la liste que je viens de donner, tous les éléments qu'il y a, ben waouh, moi je trouve que ça en donne des possibilités à Mike Budenholzer pour gagner et pour s'adapter en fonction des adversaires ou alors même de la forme de ses propres pièces. Cette équipe, elle est flippante des deux côtés du terrain pour tous les adversaires. Elle possède des joueurs, à mon avis, qui vont être remontés comme des coucous après l'échec face aux Celtics de 2022. Et vu qu'en plus de ça, sauf tremblement de terre, elle devrait avoir l'avantage du terrain pendant l'intégralité des playoffs, eux qui sont pas loin d'être intouchables à la maison en plus, évidemment qu'il va falloir compter très très fort sur Milwaukee parmi les favoris là pour les playoffs qui arrivent, c'est sûr et certain. Là, maintenant, avec les Sixers, on parle d'une équipe, il faut le dire, hein, qui année après année dépasse pas le deuxième tour. Et toutes les équipes desquelles on a parlé aujourd'hui, elles ont fait des finales NBA ou des finales de conférence au moins les années passées. Toutes sauf une, hein, les Sixers. Et pourtant, à Las Vegas, actuellement, on les imagine potentiellement parmi les 6 favoris pour remporter le titre. Et pourquoi ça alors? Pourquoi on ferait confiance à cette équipe cette année? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, en tout cas plusieurs points à soulever. C'est sûr que, saison après saison, il n'y a rien à dire, on pourra soulever les pépins de santé de Joel Embiid qui en playoff ne lâche jamais, on pourra se servir comme excuse de la méforme de James Harden l'année passée, hein, où ça se voyait qu'il était encore blessé et pas au top de sa condition physique, on pourra aussi soulever et parler du manque d'automatisme qu'il y avait au sein de l'équipe avec un Harden qui est arrivé à la mi-saison. Mais stop les excuses, la vérité c'est que chaque année, en tombant sur des équipes comme les Celtics, le Heat ou même les Raptors en 2019, les Sixers sortent en playoff face à une équipe qui joue mieux au basket qu'eux, tout simplement. Et ça, avec des teams comme Milwaukee ou comme Boston cette année dans la conférence Est, qui vraisemblablement finiront mieux classés que Philadelphie, ça pourrait encore arriver cette année, parce que effectivement, t'as des équipes comme Milwaukee, comme Boston, qui quand elles sont en pleine bourre, peuvent pratiquer un meilleur basket que celui des Sixers, qui peut être de temps en temps aléatoire. Et pourtant, toujours il y a un espoir, qui finalement n'est pas si infime que ça cette saison, ou en tout cas qui est moins infime que les années précédentes. Et pourquoi ? Parce que moi je crois qu'il y a quand même eu des progrès. L'an dernier dans cette team, moi je trouvais, et ça se voyait, d'ailleurs Joel Embiid l'avait dit, ça manquait de guerrier dans le roster. Il a réclamé PJ Tucker est arrivé, on lui a trouvé une place dans le 5 de départ. Et même s'il score peu, et qu'on aime bien se moquer de lui, il est quand même toujours présent de temps en temps pour mettre un triple dans le corner, il peut jouer des coudes, il peut mettre des coups, mais surtout il apporte sa combativité, cet esprit de guerrier et son leadership. Et cette équipe de Philadelphie, je trouve qu'avec lui, elle présente un visage qui est quand même bien moins soft. On va ajouter à ça un D'Anthony Melton, qui est arrivé lui aussi cette année, et à mon avis on n'en parle pas assez, tant il apporte pareil à cette équipe de Philadelphie avec son côté 3&D. Et vraiment Melton, défensivement il est capable de se taper le meilleur arrière adverse, tout en balançant un triple de temps en temps quand c'est important. Alors c'est pas encore super régulier, n'empêche que oui, c'est aussi un très très bon apport du côté de Philadelphie. Il faut parler aussi de George Niang, qui devient de plus en plus régulier à 3 points. On peut parler de Maxey aussi, qui a encore progressé. On peut parler de Embiid, qui n'a jamais semblé aussi dominant qu'il est cette saison. On peut parler aussi d'un Harden, qui a fait la majorité de la saison en étant bien mieux physiquement, si on exclut sa blessure là récente, et qui semble quand même l'embêter, parce que c'est une blessure au tendon d'Achille. Et en plus de ça, on peut ajouter le fait que, moi j'ai trouvé qu'Harden, il a su se retrouver et trouver une vraie place en tant que playmaker à Philadelphie. On peut aussi parler, de Tobias Harris, qui est très critiqué souvent, mais moi
Moi je trouve qu'il s'épanouit de plus en plus dans le rôle de couteau suisse, qui va faire la petite action qu'il faut au bon moment, donc même s'il va pas tout le temps beaucoup scorer, ce que les gens apprécient et qui regardent principalement, moi je trouve qu'il joue très juste, Tobias Harris, cette année encore. Et oui, on doit le dire, moi je pense que cette team, elle paraît mieux armée que l'an dernier, et peut-être même que les années précédentes, en tout cas que pour toutes les années post-Jimmy Butler. Et ce, encore plus, si cette saison, à Philadelphie, tous les joueurs majeurs arrivent en play-off en bonne santé. Là, ça se sent. De toute façon, du côté de Philadelphie, l'objectif, ça va pas être de tenter de remonter en saison régulière pour essayer de choper le site 2 aux Celtics. De toute façon, maintenant, il commence à y avoir trop de retard. Là, l'objectif, il est clair, c'est de finir la saison avec le moins de casse possible. Parce qu'on sent que cette campagne, elle a été longue, hein, et ça commence à tirer sur la corde de certains organismes. James Harden, le premier. Et en vrai, justement, essayer d'économiser les joueurs en vue des playoffs, moi, je pense, même si ça fait râler, hein, le fait que, oui, il laisse échapper des wins ces derniers temps, mais je pense que c'est la solution ou la piste la plus raisonnable à parcourir. Et même si c'est vrai que oui, depuis quelques semaines, faut pas le cacher, les Sixers sont pas dans une super dynamique, ils connaissent un coup de mou, le jeu qu'ils proposent est pas forcément super kiffant, mais on sent aussi, en tout cas j'ai l'impression, ou on l'espère hein, pour les fans des Sixers, qu'ils en gardent un petit peu volontairement sous la pédale, parce que leur seul objectif maintenant, c'est pas de bien finir la saison, c'est les playoffs, et c'est d'arriver, comme je disais, en bonne santé pour les playoffs. Et mine de rien, il y a de quoi espérer, au moins un petit peu. Et si on espère, c'est parce que oui, plusieurs fois dans la saison, ces Sixers, quand ils étaient au complet, je trouve qu'ils ont su afficher un très bon niveau quand ils jouaient en pleine bourre. Ils ont réalisé des belles séries de victoires, ils se sont affichés aussi à 2 reprises en patron face à de grosses équipes comme les Bucks avant de perdre cette semaine, et aussi en étant l'équipe qui a affiché la toute meilleure dynamique de la NBA lors du début d'année 2023 quand ça jouait vraiment au top. Donc même si cette team de Philly, c'est vrai qu'en termes d'expérience commune, elle semble avoir un train de retard sur ses concurrents directs, moi je trouve que dans le jeu, elle a montré que quand tout le monde arrivait à bien endosser son rôle, quand tout roulait bien, elle pouvait rivaliser les yeux dans les yeux avec les plus grosses écuries en NBA. La clé principale, de toute façon, en plus de la santé, qui va être primordiale, ce sera cette espèce de visage affiché en playoff. Ce sera cette espèce de mentalité de tueur qu'il va falloir, il va falloir qu'elle arrive chez ces Sixers. Non seulement il va falloir un Joel qui trouve pas d'excuses, qui démolit tout, quel que soit l'adversaire, comme il est capable de le faire en saison, et pour ça il va falloir qu'il arrive reposé, mais en plus de ça, il faudra, pareil, un James Harden en mode killer, qui serait encore capable d'augmenter son niveau de jeu. Il va falloir qu'il continue à être le playmaker d'élite qu'il a été pendant la majorité de la saison. Ça, de toute façon, on le voit hein, quand il joue comme ça, qu'il fait jouer tout le monde et qui guide le jeu, ça fait un bien fou à cette équipe de Philly, parce que même si l'usage de Joel Embiid est important, c'est bien le barbu, c'est bien Harden qui a les clés de l'attaque, mais en plus de ça, moi j'ai envie qu'il score aussi, qu'il relaye Embiid, même si aussi on a Maxi qui peut le faire, on a Harris qui peut le faire de temps en temps, on a Niang, Melton, tout ça j'en parlais. Moi je veux aussi qu'on ait un Harden qui puisse mettre aussi en playoff ses points régulièrement. Alors je dis pas qu'il doit scorer 35 points par match comme à l'époque Rockets, pas du tout, et même ce serait néfaste pour cette équipe de Philadelphie. Par contre, moi j'aimerais qu'il montre qu'on peut compter sur lui à Philadelphie dans les moments importants. Et ce comportement de tueur, on sait qu'à plusieurs reprises dans sa carrière, ça lui a fait un petit peu défaut en playoff. Et c'est là qu'il va être attendu au tournant de James Harden. Après, le truc, c'est que oui, on pourrait directement faire un raccourci en disant James Harden, c'est pas un joueur de playoff, et oui, il va choke, et je comprends ceux qui peuvent penser ça. Mais aujourd'hui, je me rassure aussi en me disant que James Harden, c'est pas non plus le même sur le terrain. C'est un mec qui a su réinventer son jeu, il a su faire des sacrifices pour gagner, et il est conscient aussi qu'à 33 ans, des occasions pour aller au titre, il en aura plus 1 million, donc c'est fini de jouer pour son scoring ou pour ses stats, il faut jouer pour l'équipe. Pour moi, de toute façon, si on a un duo Embiid-Harden qui montre l'exemple dans l'attitude, tous les autres pions à Philadelphie vraiment pourraient les suivre et être embarqués dans leur sillage avec un seul objectif en tête, réaliser l'exploit. Parce que ouais, regardez les stats, hein, de toute façon, là encore, elles sont affichées, et globalement, on a une team qui tourne bien, là encore, avec beaucoup de cases qui sont allumées en vert. Il y en a peu qui ont autant de cases allumées en vert. Elle tourne bien en attaque, elle tourne bien en défense, et même si souvent elle se fait dominer au rebond, elle compense aussi en étant l'une des plus adroites de la ligue à 3 points, avec des joueurs qui savent vraiment très bien profiter des super passes que peut lâcher Harden en kick-out, mais aussi de toute la gravité que peut provoquer un joueur comme Embiid. En vrai, quand on regarde le jeu et les qualités des Sixers, on a vraiment, si on parle que du point de vue basket, un paquet d'éléments qui sont réunis pour réaliser un bon cocktail. Mais ce qui fera la différence pour moi, c'est ce mental, cette attitude qu'il faudra montrer en playoff, cette volonté aussi, cette énergie pour aller au bout, mais aussi la gestion des moments forts et des moments faibles. Et pour ça, évidemment, Doc Rivers, il faut le dire, hein, il va avoir un énorme rôle, parce que lui aussi, il va avoir une mission importante à réaliser. Je sais qu'il a été sévèrement critiqué ces dernières années pour sa faculté à perdre des séries que son équipe avait pourtant en main, et c'était mérité, hein, ces critiques, mais je trouve aussi que lui, progressivement,
progressivement, même si pas non plus du tout au tout, il a su se remettre en question. Cette saison, il m'a agréablement surpris, en faisant des tests dans ses rotations, en essayant de s'adapter aussi, en n'hésitant pas à titulariser Melton devant Maxi aussi à certaines reprises, ça il l'a testé, et je trouve que c'est au moins un bon test, quoi qu'il en soit, et ça se voit qu'il expérimente, il ose plus le faire, plus qu'avant en tout cas, où on avait l'impression qu'il avait une espèce de 5 de départ qui était constant, et des rotations qui étaient déterminées à l'avance. Aujourd'hui, je trouve qu'il sort un petit peu de cette espèce de truc trop stéréotypé, et sans aller jusqu'à dire que c'est super bon signe, c'est quand même encourageant d'avoir un Rivers qui même à son âge, avec son expérience, est capable de se remettre au moins un petit peu en question. De plus, avec des assistants qui sont là et qui sont performants, hein, comme Dave Yorger, on le connaissait, hein, du côté de Memphis, il a fait des bonnes choses, comme Sam Cassell aussi, qui est reconnu pour être l'un des meilleurs assistants de la ligue. Il a quand même des experts de la stratégie à ses côtés, qui, je n'en doute pas, sauront lui donner un coup de main quand ce sera nécessaire, et ça peut être utile, mine de rien. En vrai, sur le terrain, là, cette saison, et notamment lors des Money Time, je trouve que les Sixers sont plus sereins que par le passé. Ils sont portés par leur duo meilleur passeur, meilleur scoreur, là, qui est représenté par Harden et Embiid, et ça aussi, moi, je trouve que c'est dû au moins en partie au coaching et la position dans laquelle Doc Rivers et ses assistants sont capables de les mettre. Du coup, Rivers, son rôle, pour moi, il sera beaucoup plus peut-être, même si on va attendre qu'il s'adapte. C'était une de ses grosses faiblesses en playoff, mais il sera peut-être plus dans le charisme et dans le côté un peu grand gourou que dans la stratégie. C'est là qu'il va devoir assurer. En saison, on le voit, son discours passe, c'est un coach qui est respecté, mais en playoff, quand la tension sera à son comble, il devra montrer qu'il arrive à garder son groupe soudé et motivé. La stratégie, elle va être importante, mais si t'arrives surtout, t'as les qualités basket, donc si t'arrives surtout à garder cette équipe de tueurs, de leaders qui veut tout péter, pour moi, ça peut être une clé essentielle, et c'est là-dessus que Doc Rivers se sera attendu. Alors maintenant, c'est sûr, hein, entre le niveau de coaching de Doc Rivers, l'impact et la santé d'Harden, et sa forme physique, et tout ce qu'il peut faire dans les moments importants, pareil, la santé d'Embiid aussi qui pose question, ça en fait beaucoup de what if, ça fait beaucoup de cases à cocher. Mais attention, encore une fois, je trouve que les Sixers, s'ils sont capables, en tout cas, ou s'ils voient les planètes s'aligner bien comme il faut, ce qui ne sera pas chose aisée, hein, je le conçois, tout reste possible, en tout cas le rêve reste possible, peut-être encore plus que l'année dernière, et je me dis que s'ils ont l'occasion de créer la surprise, ils se priveront pas, il suffirait peut-être d'un déclic, d'un ou deux bons matchs, d'une prestation référence contre une grosse team, et peut-être que là ils pourraient retrouver le niveau qu'ils sont capables d'avoir quand ils jouent leur meilleur basket qui a été affiché cette saison, notamment au début de l'année 2023. Dernière équipe pour aujourd'hui, les Suns. Et clairement, suite à l'échec et aux limites flagrantes qui ont été montrées en playoff l'année dernière, puis suite au début de saison qui était un petit peu quart de cette équipe de Phoenix, c'était compliqué, avant la deadline, de les imaginer se situer parmi les contenders cette saison. Moi je trouve l'équipe, elle avait du talent, c'est sûr, autour d'un Devin Booker qui est toujours aussi percutant, d'un Ayton qui a été prolongé au max et qui, mine de rien, malgré les critiques qu'il reçoit, arrive à faire le taf dans la raquette, mais avec un Chris Paul aussi qui est vieillissant, qui est toujours aussi à l'aise dans le playmaking et la gestion du jeu, mais qui est de moins en moins capable de créer la séparation sur un coup de rein, qui pouvait le faire quand il était plus jeune, pour marquer ces espèces de fameux mid-range en ISO, qui, ces dernières saisons, il faut le dire, représentaient la majorité des points qu'il pouvait scorer. Du coup, oui, on avait des limites qui étaient là, une équipe qui semblait un petit peu en fin de cycle après sa finale de 2021, et il n'y avait pas trop de raison de penser que cette saison, ces limites se dévoileraient peut-être pas encore plus pour les playoffs qui allaient arriver. Mais ça, c'était avant la deadline, et cette deadline qui a vu la venue de Kevin Durant, qui notamment a été échangé contre Michael Bridges et Cam Johnson. Alors c'est sûr, avec ce move, les Suns, ils ont perdu en profondeur de banc. Avec Bridges, ils ont également perdu un joueur qui avait d'immenses qualités des deux côtés du terrain, et parmi les backups, même s'il y a quelques joueurs de talent, hein, comme Cameron Payne, Landry Shamet, Terence Ross, Josh Okogie, Bismack Biyombo, TJ Warren, je dois en oublier, mais peu importe. Il n'y en a aucun qui apporte vraiment les certitudes nécessaires pour affirmer les yeux fermés, qui peuvent être des éléments du banc d'une équipe qui est championne NBA. N'empêche que ça, moi je trouve que c'est surtout sur le papier, parce que même si dans la seconde unit on a des joueurs qui peuvent être irréguliers, des joueurs pour lesquels on peut avoir des doutes, lors d'un bon soir, je pense qu'ils seront tous capables de tirer leur épingle du jeu. Et si l'équipe arrive à connaître une bonne dynamique, avec tous les leaders qui arriveraient à tirer tous les autres role-players vers le haut, et cette équipe, moi je pense qu'elle peut faire mal. Surtout que oui, si on regarde qui sont ses leaders, avec les Suns, on a vraiment une super team, et surtout une super team qui me semble vraiment complémentaire. Même si pour le moment, avec les blessures de KD là, et le faible échantillon qu'on a pu apercevoir des Suns au complet, c'est difficile de se faire une idée précise du niveau qu'elle peut atteindre, cette team de Phoenix. C'est pour ça qu'à mon sens, là, les stats qui sont affichées veulent pas dire grand chose, parce qu'elles correspondent pas à l'équipe que les Suns seront en playoff. Mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de CV, ou sur le papier, on a de très très gros clients dans l'Arizona là pour ces playoffs.
Chris Paul, on n'en a pas parlé, mais c'est toujours un playmaker de dingue. Et avec l'arrivée de KD, il va encore plus se régaler, moi je trouve, dans ce rôle de gestionnaire, dans ce rôle de chef d'orchestre. Booker, on le connaît lui aussi. Lui, il est capable d'être un franchise player, il peut être utile des deux côtés du terrain, et il peut prendre un match complètement à son compte, encore plus dans le money time. Et ce que j'apprécie, au milieu de ces deux gars, c'est qu'on a un KD qui, à Phoenix, on va juste lui demander de faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire jouer au basket. Mais surtout, jouer au basket, rien que ça, pas tout ce qui est à côté. Sur le terrain, le leadership, ce sera pas à KD qu'on demandera de l'assurer, c'est Paul qui va devoir le faire. Chris Paul qui va devoir jouer le rôle de vétéran, de leader charismatique, un petit peu celui qui devra élever la voix. KD, ça se voit, il est mal à l'aise pour endosser ce rôle-là. Non, là c'est pas grave, on aura Chris Paul pour le faire. Devant les médias, c'est pareil. KD, à mon avis, ça lui ira très bien que le visage de la franchise, ce soit plutôt Devin Booker. On voit que Durant, souvent les interviews, ça le saoule un peu. C'est pas grave, il aura pas ça à faire, Booker s'en chargera. S'il faut, Paul s'en chargera aussi. Non, lui, il va juste falloir qu'il soit sur le terrain, qu'il joue au basket. Justement, il va pouvoir se concentrer là-dessus à fond, et c'est ce qui fait le mieux. Il peut être un assassin au sang-froid, et c'est ce qu'on va attendre qu'il soit pendant ces playoffs à Phoenix, qu'il soit ce scoreur ultime, qui est peut-être l'un des scoreurs les plus giftés all-time, on va pas mâcher nos mots, et qui pourra rendre folle n'importe quelle défense de la NBA, et qui en plus de ça possédera une espèce de science du jeu, un jeu et une efficacité qui sont très justes, une façon de tenir le ballon et de faire des choix qui sont très intelligentes, qui lui permettent de s'adapter à n'importe quel joueur, n'importe quel star qui est à ses côtés, et ça il l'a plusieurs fois montré en carrière, il était capable de s'adapter à Westbrook et Harden en début de carrière, il a été capable de s'adapter à Curry puis à Klay Thompson ensuite, il a été capable de s'adapter à Kyrie aussi, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne s'adapte pas à Chris Paul et à Devin Booker, qui en plus de ça, eux aussi ont déjà pu montrer qu'ils étaient capables de s'adapter. Donc bien sûr, après le souci et les doutes du côté de Phoenix, ils vont venir du fait du manque d'automatisme et de vécu commun pour cette équipe, parce que c'est sûr, ils n'ont pas passé beaucoup de temps sur le terrain ensemble, et ça pourrait faire défaut, vu que cette expérience collective, elle est proche de zéro. Faudra voir aussi quelle place DeAndre Ayton pourra trouver là-dedans, dans ce dispositif, parce qu'il pourrait être moins servi, il pourrait avoir moins de ballons, et on le sait, quand il est moins impliqué, il peut avoir tendance à un petit peu se désengager. Faudra aussi analyser les rôles des role-players, de tout ce qu'ils peuvent apporter. Je pense à Torrey Craig par exemple, que moi j'aime bien, qui a souvent été utilisé dans le 5, même si ça débat un peu avec Josh Okogie, mais je trouve que Torrey Craig, au milieu de ses stars, il peut avoir un vrai rôle. En tout cas, il va falloir qu'il y réponde à ce rôle et qu'il enfile bien le costume. Il va falloir qu'il réalise le travail de l'ombre sans jamais se fatiguer vraiment, et qu'il soit régulier justement dans cet impact et dans ce sale boulot, tout en sachant aussi profiter des espaces qui vont être créés par ses potes pour mettre des shoots de loin, notamment sur catch and shoot, en proposant des bons démarquages off-ball et en se faisant oublier dans le corner. Donc oui, tout ça, on va attendre beaucoup de joueurs, il va falloir qu'ils soient tous au top, il va falloir que tout ce dispositif il puisse se huiler un peu, c'est un petit peu plus français, et bien sûr que ça en fait des interrogations du côté de Phoenix, ça on va pas se le cacher. Monty Williams, il va avoir un paquet de réglages à optimiser aussi pour que ça fonctionne et pour tirer le maximum de cette équipe qui est vraiment vraiment talentueuse sur le papier. Néanmoins, au niveau de ce qu'elle a sous le capot, cette team de Phoenix, en playoff, moi je pense que si t'appuies sur les bons boutons, si Monty Williams ça arrive à appuyer sur les bons boutons, ça peut être une véritable Formule 1 qui va dépasser tout le monde par la vitesse qu'elle est capable d'avoir, quoi. Et bien sûr, c'est un petit peu ça passe ou ça casse cette année, mais clairement, moi je pense que si elle déploie son full potentiel, cette équipe des Suns, elle est capable de dégommer n'importe qui en NBA, au vu de l'intelligence de jeu qu'elle peut présenter, au vu de l'expérience de ses cadres aussi, au vu de leur complémentarité, et même si elle manque clairement de profondeur, moi je me dis, quand t'as un Big 3, voire un Big 4 de cette trempe-là, qui semble en plus être capable de faire tous les efforts et tous les sacrifices pour aller au bout, bien sûr qu'il va falloir se méfier des Suns. Épilogue. Si on fait le bilan de ce live, où à chaque fois, moi je vous ai demandé, une fois que j'avais fini de présenter l'équipe, selon vous, est-ce que cette équipe peut aller au bout ? Et à chaque fois, il y a eu des oui, il y a eu des non, et du coup, c'est l'occasion de vous montrer, de vous dévoiler le classement que ça a donné. Et parmi ces 6 équipes, l'équipe à laquelle vous croyez le moins, ce sont les Denver Nuggets. Pour vous, il n'y a que 27% de chance d'aller au bout. Vous pensez que Jokic peut être trop esselé au scoring, que Michael Porter Jr. et Jamal Murray sont trop irréguliers pour scorer. Moi, c'est pas les plus gros doutes que j'ai. Moi, j'ai plus de doutes sur la défense. J'ai vu aussi que certains avaient des doutes concernant les Nuggets sur la défense. Je comprends qu'ils fassent pas partie de vos plus grands favoris, effectivement, moi non plus. Il y a un monde où ça peut sortir au premier tour en tombant contre une grosse équipe, même si Denver franchement ont montré des certitudes qui me laissent quand même plus optimiste que ça, mais voilà, en tout cas pour vous ils sont les 6e favoris d'aujourd'hui. Je pense, moi franchement, si je suis complètement honnête, j'aurais voté oui à chaque fois. Pour moi, chacune des 6 équipes peut gagner le titre cette saison, mais peut-être que Denver peut un petit peu moins que les autres. Quoi qu'il en soit, on verra ce que ça donne en playoff. Ce qui est sûr, c'est que Jokic va être attendu fort, toute cette équipe va être attendue fort. Cette année, elle aura moins d'excuses que les autres.
Va falloir voir ce que ça dit. Je pense qu'elle est capable d'afficher un bon visage, mais le parcours sera long, c'est sûr, pour aller au titre, et il va sûrement falloir régler ce souci défensif pour aller au bout. Donc voyons voir ce que ça donne du côté de Denver, mais je pense quand même qu'ils peuvent faire de belles choses. En 5, les Philadelphia 76ers. Vous êtes que 31% à penser qu'ils peuvent aller au bout cette saison. Et ça aussi, je le comprends, je le vois, d'énormes doutes sur Doc Rivers, comme d'habitude. On va voir s'il peut faire des adaptations cette saison en playoff. On sait que c'est son gros péché mignon, et on sait que chaque année, il est critiqué, et qu'effectivement, une équipe qui est mal coachée a peu de chances d'aller au bout. Moi, je trouve qu'il y a du mieux quand même sur ces 2 dernières saisons, notamment sur ce qu'on a vu cette saison-là. Maintenant, il va falloir que ça se confirme en playoff. Il va falloir voir aussi si les assistants peuvent compenser certaines choses. Maintenant, voilà, dire que je suis optimiste avec Doc Rivers aux commandes, ce serait mentir, clairement. À lui de montrer que cette saison, il a son groupe en main et il est capable de s'adapter comme il faut. J'ai vu aussi que certains ne croyaient pas à James Harden en playoff, en disant que même s'il fait une très très bonne saison d'un point de vue individuel et du point de vue du playmaking, ces chocs en playoff sont trop fréquents. Et je comprends. En fait, les Sixers, vous êtes tous capable de dire que oui, ils ont de bonnes qualités, ils ont une équipe qui est assez équilibrée et qui peut faire de belles choses quand tout le monde va bien, mais d'un point de vue mental et au vu des éléments qu'ils ont montré par le passé en playoff, vous y croyez peu. En tout cas, ils sont 5e aujourd'hui et je comprends ça aussi tout à fait. À la 4e place arrivent les Warriors qui, même si pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, ils ont pas, c'est l'équipe qui a le pire bilan dans celle qu'on a présentée aujourd'hui, et ça reste une équipe qui est bourrée de qualité, qui a une expérience de fou avec un Stephen Curry qui peut être dingue en playoff. Rien que ça peut être inarrêtable, mais quand on voit aussi comment les joueurs se connaissent, peuvent se retrouver, essayer de se ressouder en playoff comme ils l'ont fait l'année dernière et devenir une machine incroyable, surtout qu'Andrew Wiggins, s'il revient aussi lui au top de sa forme et que mentalement il est dedans, il peut faire énormément de mal. Ça peut être le jour et la nuit par rapport à ce qu'ils ont montré en saison. Donc oui, vous y croyez, alors pas des masses, parce qu'ils arrivent que 4e aujourd'hui, mais vous y croyez plus que Denver et Philadelphie, et ça aussi je comprends tout à fait. En numéro 3, voici les Phoenix Suns. Là je comprends, là c'est pareil, les mettre au-dessus de Golden State, Philadelphie et Denver, au vu de tout ce qu'ils ont sur le papier, ouais, c'est fou. Sur le papier, c'est une des équipes les plus talentueuses de toute la NBA. Donc en playoff, oui, bien sûr que ça peut faire quelque chose de grandiose. Maintenant, le manque de vécu collectif, le fait que Chris Paul vieillisse aussi, le fait qu'il y ait des joueurs qui soient injury prone, et aussi le manque de profondeur, le manque de backup aussi au poste 5 derrière DeAndre Ayton, parce que Bismack Biyombo c'est un petit peu juste, mais ça vous crée des doutes. Donc même si le 5 de départ est complètement fou, je comprends aussi qu'il y ait des doutes. En fait, si on regardait juste le 5 de départ sur le papier, ça devrait presque être numéro 1. Sauf que il y a des éléments comme je disais, le manque d'expérience commune, le manque de rotation aussi, et le côté injury prone fait qu'ils finissent sur le podium, mais qu'ils ne font pas partie des deux premières équipes. Et ça, moi aussi, je le conçois. Je vous donnerai mon classement perso à la fin, mais je pense qu'il va être très proche de celui-ci. En deuxième, les Boston Celtics. 75% de oui pour les Boston Celtics, donc vous êtes 25% à pas y croire. Je m'attendais à un score plus élevé chez les Celtics, surtout après l'expérience qu'ils ont chopé l'année dernière, mais bon, apparemment certains n'y croient pas pour les Celtics, et c'est ce qui est fou, c'est que dans ce que j'ai lu dans le chat, j'ai pas vu non plus énormément d'arguments de ce côté-là, à part j'y crois pas parce que je les sens pas. Donc pour moi ça suffit pas pour me convaincre, non, moi clairement, donc ils arrivent en numéro 2 aujourd'hui, mais c'est juste le score de 75%, il me semble faible, parce que est-ce que les Celtics peuvent remporter le titre cette année, au vu de ce qu'ils ont montré cette saison et en playoff l'année dernière? Pour moi ça semble un grand oui complètement évident, mais bon, pour vous c'est 75%, donc certains n'y croient pas, ces Celtics, on verra ce que ça dit en playoff, mais pour moi c'est trop performant en attaque et en défense pour les écarter des favoris, des grands favoris même du titre. Maintenant par contre je comprends, et moi aussi j'aurais mis les Bucks en 1, c'est eux qui arrivent en numéro 1, parce que tous les éléments qu'on a donnés, en fait vous êtes 96%, en plus de ça il y a eu plus de 50 votes, et vous étiez que 2 sur les 50 votes à ne pas croire en ces Bucks, et ça j'ai toujours pas compris pourquoi, mais cette équipe effectivement elle est complète, elle a un mec qui est capable d'être un MVP en puissance avec Giannis. Je vais pas refaire tout le laïus que j'ai fait tout à l'heure, mais si elle reste en bonne santé, mais comme toutes les équipes, je crois que de toute façon éviter l'infirmerie ça va être la clé pour tout le monde, et si elle reste en bonne santé en termes de niveau de jeu, de fond de jeu, bien sûr qu'elle peut faire partie des meilleurs. Alors oui, c'est sûr qu'elle a connu une grosse déconvenue récemment face à Boston, et que certains peut-être croient plus en Boston qu'en Milwaukee à cause de cette déconvenue, mais moi ça je lui donne pas trop d'importance, tellement la réalité des playoffs est différente de celle de la saison régulière, donc hâte de voir ce que vont faire les Bucks, et moi aussi je pense que je les aurais mis numéro 1. D'ailleurs, ce classement, qu'est-ce que j'aurais changé? Pas grand chose, j'aurais laissé Milwaukee en 1, j'aurais mis Boston en 2 moi aussi, Phoenix en 3, est-ce que c'est cohérent? Oui, je les aurais mis en 3 aussi. Non, franchement, ça me va bien. Golden State, j'aurais fait le même classement que vous, en fait, je pense. Donc oui, ça me va. Si on fait le bilan, c'est ça. On a du Milwaukee qui est en 1, on a du Boston qui est en 2,
on a du Phoenix qui est en 3, on a du Golden State qui est en 4, du Philadelphie qui est en 5 et du Denver qui est en 6. Peut-être que j'aurais inversé Denver et Philadelphie, à voir. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'on va avoir de bons playoffs parce que perso, moi je suis persuadé que ces 6 équipes ont au moins une petite fenêtre pour être championne NBA et même peut-être qu'il y en a d'autres en plus de ces 6, mais ces 6 là pour moi sont les favorites et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en post-season parce que j'ai l'impression que tout est possible et encore plus dans la conférence Ouest. Voilà pour ce qui est du futur champion NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous rejoignez les sondages de la commu? Et vous, surtout, dites-moi ça en commentaire. Quel est votre favori pour remporter le titre, pour choper la bague? Il y a tellement d'incertitudes, tellement de solutions possibles, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours pour connaître vos tendances. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Honnêtement, vous êtes le sang, sans vous, on n'en serait pas là, alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, vous savez quoi faire, toutes les infos seront dans la description. À très vite.